Bonjour Vincent Capo-Canellas, merci d'être sur ce plateau ce matin. Vous êtes sénateur centriste de la Seine-Saint-Denis, merci d'être là. Bonjour Vincent Capo-Canellas, les députés ont donc validé, on l'a vu, la privatisation d'Aéroports de Paris. Vous avez longtemps été maire du Bourget, est-ce que cette privatisation est une erreur ? Alors, je pense d'abord que le débat a pris une allure qui est celle de l'hystérie. Alors, on finit par en oublier les fondamentaux. C'est une grande et belle entreprise et c'est une réussite française. La question pour demain, c'est comment lui permettre un nouveau développement. Et on peut avoir une entreprise privatisée et bien régulée, avec des tarifs qui sont contenus et des services qui s'améliorent, tout comme on peut avoir une entreprise qui reste dans le giron public et qui continue à s'améliorer. Je pense que le vrai sujet, c'est d'abord ça. Et donc le débat politique, le débat théologique sur pour ou contre privatiser est devenu quelque chose finalement d'assez artificiel. Parce que finalement, tout le monde en profite pour taper sur le gouvernement. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse au vrai sujet aéroportuaire. On peut avoir une privatisation bien encadrée et le Sénat a à la fois refusé la privatisation, mais surtout voté des amendements qui permettent d'instaurer un vrai régulateur indépendant. C'est pas la version qui a été votée hier par l'Assemblée. L'Assemblée a repris les amendements du Sénat concernant la régulation. Le président Larcher y tient beaucoup et il l'a rappelé hier encore sur les ondes. Le Sénat a proposé que on donne des contraintes à cette privatisation et c'est le message que je retiens, qui est le message, je crois, le plus fort. Permettre à cette entreprise, qui est une fierté de la France a dans le domaine aéronautique un savoir-faire particulier, dans le domaine aéroportuaire en particulier. L'aéroport de Paris a beaucoup changé ses modes de faire et je voudrais surtout qu'on arrête l'ADP bashing, qu'on s'intéresse à ce qui marche en France et qu'on sache dire que oui, on pourrait garder ADP dans le giron public. Mais il faudrait quand même maintenant continuer le travail qui a été engagé, plus de services aux passagers, plus de services aux compagnies et peut-être des coûts un peu mieux maîtrisés. Mais qu'en même temps, on peut aussi, c'est vrai, partir sur la voie de la privatisation très encadré. Le gouvernement a raté la communication, le gouvernement a raté ce défi stratégique. Hier, on a entendu mauvaise affaire, faute économique, stratégique, historique, erreur irréparable, abandon de souveraineté nationale. Donc c'est donc ce qu'on a entendu dans toute la classe politique, à gauche comme à droite. C'est de la caricature pour vous ? C'est de la caricature politicienne, il n'y a pas d'abandon de souveraineté, les frontières restent gérées par l'État, toutes les missions régaliennes d'attribution des créneaux par exemple restent du domaine de l'État, et il y a des aéroports publics qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien, il y a des aéroports privés qui marchent très bien et qui s'inscrivent dans une stratégie nationale. Pourtant, il y a des très mauvais exemples dans les privatisations du passé, que ce soit les autoroutes, que ce soit d'autres aéroports comme Toulouse-Blagnac. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Toulouse est le mauvais exemple de privatisation, ça a été fait sous M. Montebourg, c'est lui qui avait fait voter cette loi-là, et c'est une privatisation qui a été mal gérée. Ensuite, dans la loi Macron, nous avons voté ici au Sénat, d'ailleurs, la privatisation de la société de gestion de Nice et de Lyon. Et là, on n'en entend pas parler, ça marche bien. C'est en cela que je veux dire que le débat théologique et politicien, c'est une chose, la réalité aéroportuaire en est une autre. On peut avoir des aéroports privés bien régulés et qui remplissent des missions qui sont utiles au public. C'est ça qui compte, me semble-t-il. Donc vous êtes plutôt sur la ligne en fait de Bruno Le Maire, du ministre de l'économie, qui dit ce choix, cette privatisation, c'est la meilleure façon de garantir le développement d'ADP. Je dis qu'il y avait deux façons possibles. La laisser dans le giron public, mais qu'à partir du moment où le gouvernement fait le choix d'aller sur une optique de privatisation, pour des raisons essentiellement financières pour l'État, parce que ça rapporte 10 millions à court terme, et ça c'est une donnée dans la situation des finances publiques, on ne peut pas passer par pertes et profits, mais dans ce cas-là, je dis régulons, et Bruno Le Maire a beaucoup évolué au Sénat, on ne l'a pas vu parce qu'on a surtout retenu le vote négatif du Sénat. Bruno Le Maire a accepté au Sénat ce que nous proposions, c'est-à-dire un encadrement de sa privatisation, c'est ça surtout que je retiens, et donc cette voie-là, elle peut marcher aussi. On a bien compris votre position sur ce sujet. J'aimerais maintenant qu'on parle du grand débat. Fin officielle aujourd'hui de ces 2 mois et demi de consultation. Quel bilan en tirez-vous ? Écoutez, il y a un succès, le gouvernement a réappris à parler aux Français et ça permet un peu de décrisper les choses. On a une société qui est bloquée aujourd'hui, où tout s'entrechoque et où on a le sentiment que le débat est très délié et que finalement on ne voit plus les grands axes. Bon. Alors, maintenant que le grand débat a eu lieu et se termine, il y a encore une cycle de conférences, il va falloir savoir en terminer quand même, parce qu'un pays se gouverne et à un moment donné, il faut quand même que les pouvoirs publics arrêtent de nous dire on attend la fin du grand débat pour trancher tel et tel sujet. Comment on en termine ? Voilà, donc maintenant, écoutez, je crois qu'il y a un premier sujet qui est le pouvoir d'achat. Et notamment pour les retraités. Donc, sujet fiscalité, il faut des annonces, des mesures. Il y a un sujet fortes. Fiscalité, pouvoir d'achat, et ça doit appeler des annonces. En n'oubliant pas quand même que la vraie façon de donner du pouvoir d'achat et de la compétitivité au pays, c'est quand même de baisser la dépense publique et de réformer l'État. Il y a un deuxième sujet qui est la participation des Français. Il y a une attente. Il y a les réseaux sociaux. Chacun veut maintenant pouvoir donner son avis. Il y a
un sujet en partie institutionnel et participation. Et puis, il y a un troisième sujet pour nous, qui est celui des territoires notamment, qu'il faut prendre en compte avec la transition écologique. Et sur lequel le Sénat prendra bien sûr sa part. J'aimerais maintenant, Vincent Capo-Canellas, qu'on évoque l'affaire Benalla. Le bureau du Sénat doit se prononcer la semaine prochaine, jeudi prochain, sur les préconisations du rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Vous faites partie de ce bureau, votre voix compte beaucoup. Est-ce que vous allez vous prononcer pour que la justice soit saisie pour parjure ? D'abord, le bureau du Sénat n'est pas une instance qui va soit revisiter le rapport, soit prémâcher le travail de la justice. Le bureau n'a pas de compétences liées. Le président de la commission des lois du Sénat n'a pas souhaité lui-même saisir le parquet. Il a transmis le sujet au bureau du Sénat, qui a toute sa capacité d'apprécier. Il faudra regarder en droit. Il faudra regarder en droit. La situation de M. Benalla écrase me paraît claire. Il y a parjure. Ensuite, pour ce qui est de M. Koller, du directeur de cabinet Patrick Stroda et du général commandant le GSPR, là, il y a un vrai débat, il y a un débat juridique. Y a-t-il ou pas parjure ? Je pense qu'il y a plus qu'un doute là-dessus. Le rapport de Valérie Létard permettra d'éclairer le sujet. Nous devrons nous prononcer en droit, mais sans oublier que le parquet a quand même sa capacité à apprécier. On va pas substituer au juge non plus. Soyons très clairs. Vous émettez un doute sur les cas d'Alexis Koller, de Patrick Stroda et du général Lavergne, c'est ça ? Oui, le président de groupe Hervé Marseille a dit des choses fortes et justes sur le sujet, en rappelant notamment que c'était des très hauts fonctionnaires, qui étaient des très grands serviteurs de l'État. Ça n'est pas le seul élément, mais je pense qu'en droit, il y a un vrai débat. Est-ce qu'ils ont commis un parjure ? Allez-vous transmettre leur cas à la justice ? Moi, je fais confiance au président Larcher et à Valérie Létard pour nous éclairer là-dessus. Le débat juridique est clair. À mon sens, de ce point de vue-là, le parjure ne me paraît pas forcément acquis. Mais le Sénat devra en délibérer, le bureau en tout cas. Ce que dit précisément, soyons précis, ce que dit précisément le rapport, ils ont retenu, on parle donc de ces trois personnes, Alexis Koller, Patrick Stroda, le général Lavergne, ils ont retenu une part significative de la vérité. En français, ça veut dire mentir. Hein. En droit pénal, ça n'est pas forcément un parjure. Et c'est le point que nous allons devoir éclairer. Il y a une jurisprudence concernant les faux témoignages. Et c'est ça qu'il faut que nous regardions. Voilà, alors ensuite, la commission a eu tout le loisir de les interroger. Elle estime peut-être qu'elle n'a pas obtenu à avoir toute la vérité, mais le parquet a ses propres capacités. S'il n'y avait pas de débat juridique, le président de la commission aurait dû lui-même transmis au parquet. Or, il a refusé de le faire et il a attendu qu'il y ait la publication du rapport pour après saisir le bureau du Sénat. Il y avait deux procédures possibles. Il n'a pas choisi la première qui était la plus nette. Et si les choses avaient été nettes, il l'aurait fait lui-même. Il ne l'a pas fait. En ce qui concerne en revanche Alexandre Benalla et Vincent Crase, le parjure est avéré. Il me semble que oui, c'est clair. Très bien. Merci. Vincent Capo-Canellas, sénateur centriste de Seine-Saint-Denis. Expliquez-nous, parce que le grand public l'ignore, ce qu'est un questeur au Sénat. Vous êtes questeur du Sénat, il en existe à l'Assemblée nationale. Nous sommes trois questeurs et c'est la tradition de la République qui est de permettre l'autonomie des assemblées. Nous gérons les fonctions financières, notamment matérielles, tout ce qui permet au Sénat de fonctionner en toute indépendance. Et nous sommes trois questeurs, avec Bernard Lalande et Rémy Pointreau, avec un questeur de l'opposition donc, à l'intérieur. Et nous sommes chargés, sous le contrôle du bureau du Sénat et en lien avec le président du Sénat, d'administrer cette maison pour permettre que le Parlement remplisse sa mission en toute indépendance. C'est une fonction ancestrale, elle existe depuis très longtemps. Ah oui, c'est depuis les Grecs. Ça permet l'indépendance du Parlement. Voilà. Merci beaucoup Vincent Capo-Canellas, Saveria. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, l'apprentissage à l'honneur au